ce serait la fin de l'Europe si les États-Unis et la Russie se mettent d'accord sur quelque chose. Je pense avoir deviné quelles sont les deux façons-là. Se rendre ou alors être mort. Être pris prisonnier ou être tué. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vu qu'il précise même que là, il y a des gars qui tentent de sortir en vagues de petits groupes pour être beaucoup plus discrets, mais que malgré tout, ça échoue. Qu'en fera-t-on de ces 30 jours? Continuer en Ukraine? Continuer la mobilisation forcée? Des armes leur seront livrées? Des nouvelles unités seront préparées et formées, ou rien de tout ça ne se produira. Et c'est ce que Sergei Lavrov expliquait à Marc Rubio, que où sont les garanties? Vu que pendant ce temps-là, les criminels qui sont face à eux, on va les laisser partir. Ils vont simplement déposer les armes et tout ce qu'ils auront fait, voilà, ils pourront aller faire ce qu'ils veulent. Ensuite, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils seront formés? Est-ce qu'ils seront suréquipés? Est-ce qu'on va construire de nouvelles infrastructures? Quoi? Quelles sont les garanties et comment est-ce que la Russie peut s'assurer qu'après les 30 jours, il y aura une négociation de paix? Absolument rien. Et en début d'interview, il a très bien fait comprendre que l'Occident leur a donné un vaccin. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus n'importe comment à ce que l'Occident dit. Parce qu'à trop de reprises, ils ont donné leur parole et ont craché sur leurs propres paroles. À trop de reprises, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Mais vous allez voir comment ils vont demander aux autres de respecter leurs paroles. Paroles qu'eux-mêmes ils ne respectent jamais. Vladimir Poutine s'est exprimé sur la proposition de cesser le feu entre la Russie et l'Ukraine. Proposition faite par les États occidentaux, principalement les États-Unis. Les compagnies occidentales pourront revenir. Et que se passera-t-il alors? Tous nos efforts pour renforcer notre coopération et notre souveraineté intellectuelle auront été pour rien. Bon, parlant de cette question, et puisque tout ce qui est lié, les limitations légales, ce qu'ils appellent les sanctions. Bon, tout d'abord, nos soi-disant partenaires nous ont... Le choix du mot intéressant, nos soi-disant partenaires, faisant comprendre qu'il sait que ce n'est pas vrai, qu'ils se présentent comme des partenaires, mais que dans les faits, ce n'en sont pas du tout. C'est pour ça qu'il dit nos soi-disant partenaires. Tout d'abord, nos soi-disant partenaires nous ont donné un espèce de vaccin. Un vaccin contre nous permettant de nous protéger nous-mêmes. Tout ce que nous le faisons pour protéger notre souveraineté. Nous n'avons jamais renvoyé personne de nos pays. Ceux qui souhaitent revenir, nous les accueillons à tout moment. Mais ici, nous allons tenir compte de la situation actuelle. Si une niche est déjà prise, eh bien, elle est prise. Il n'y aura pas de préférence à l'égard de quiconque. Donc, les gouvernements le savent déjà. Tout sera fait sur la base du droit international. Notre préférence va toujours à nos propres fabricants nationaux. Parlons des dimensions maintenant de notre économie à l'avenir, l'avenir de nos industries. Nous allons bien entendu nous réorienter vers la demande pour de nouveaux produits technologiques. Bien sûr, en même temps, ce serait bien que certains partenaires occidentaux reviennent sur nos marchés. Ce serait pour nous, pour les entreprises, quelque chose de très positif. Même maintenant, nous avons certaines négociations en cours avec certains partenaires concernant les possibilités pour eux de revenir. Nous devons nous respecter les uns les autres et nous devons respecter nos intérêts. Donc là, globalement, il est en train de répondre à la question de savoir est-ce que les entreprises occidentales pourraient encore revenir en Russie? Et il fait comprendre qu'il ne les a jamais chassés. Donc, ils peuvent revenir simplement en respectant les conditions de souveraineté de la Russie. C'est tout. Bonjour. Tout d'abord, première question à Vladimir Vladimirovitch. Comment évaluez-vous la possibilité pour la Russie en vue d'un cessez-le-feu? Vous avez déjà reçu des informations des Américains et quelle serait votre réponse? Mais j'ai aussi une deuxième question. Pour vous coordonner Moscou et Minsk pour la position du processus de paix, avez-vous déjà eu des consultations à ce sujet aujourd'hui? Bon, eh bien, est-ce qu'on est prêt à un cessez-le-feu pour l'Ukraine? Bon, je dirais ceci. Comment j'évalue la situation? Bon, tout d'abord, je voudrais dire quelques mots de remerciement à l'égard du président des États-Unis, M. Trump, qui a aidé à réguler la situation en Ukraine. Il a accordé beaucoup d'attention à cette question. Nous avons tous
beaucoup de choses à faire à ce sujet. Un grand nombre de dirigeants de différents pays, les dirigeants de la République populaire de Chine, les présidents de pays d'Afrique australe, de la Fédération de Russie, ont accordé beaucoup d'attention à cette question parce que c'est un noble objectif d'arrêter les combats et d'arrêter de perdre des hommes, bien sûr. Deuxièmement, nous sommes d'accord avec les propositions d'arrêter les combats. Mais nous pensons que cette cessation d'hostilité doit mener à la paix à long terme et doit éliminer les causes fondamentales de ce conflit. Ensuite, en ce qui concerne le fait que l'Ukraine serait prête à cesser le feu et mettre terme aux hostilités, la réunion qui a eu lieu entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie Saoudite a peut-être l'air d'être une décision prise par l'Ukraine sous la pression des États-Unis, mais je suis convaincu que l'Ukraine aurait dû demander cela elle-même. Les Américains ont fait une très forte pression sur eux, en tenant compte de la situation sur place. Alors, quelle est cette situation sur le terrain? Vous avez sans doute vu que hier, je me suis rendu dans la région de Koursk et j'ai écouté les informations fournies par les chefs du quartier général et les commandants des groupes militaires et son adjoint concernant la situation dans la zone frontière, tout d'abord, et dans la région de Koursk. Et dans le domaine où se trouve l'Ukraine. Alors, quelle est la situation maintenant, là? Eh bien, elle est totalement sous notre contrôle. Les groupes qui sont entrés sur notre territoire sont maintenant isolés, ils sont totalement isolés. Là, il est clair. Actuellement, sur le front en Ukraine, il faut comprendre que la Russie a totalement le contrôle. Totalement. Ils ont le contrôle total de la puissance de feu. La gestion des troupes ukrainiennes dans cette zone, bon, la zone donc, de l'incursion, cette zone a été perdue par l'Ukraine. Au cours de la première période de temps, il y a 1 ou 2 semaines, le personnel militaire ukrainien a essayé de s'y rendre avec un petit groupe. Aujourd'hui, c'est impossible. Ils essaient de quitter la région par petits groupes, mais c'est impossible parce que tout se trouve maintenant sous notre contrôle. Tout leur matériel est abandonné sur place, je peux vous le dire. Et si, dans un avenir proche, nous avons un blocus physique, personne ne pourra quitter la région. Il n'y aura que 2 façons de le faire. Je pense avoir deviné quelles sont les 2 façons-là. Se rendre ou alors être mort. Être pris prisonnier ou être tué. Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, par ces déclarations, il fait comprendre qu'actuellement, dans cette région, ils sont littéralement les seuls maîtres à bord et que personne d'autre ne dirige quoi que ce soit. Et vu qu'il précise même que là, il y a des gars qui tentent de sortir en vagues de petits groupes pour être beaucoup plus discrets, mais que malgré tout, ça échoue. Pour sortir, tu dois soit te faire arrêter, soit être mort. C'est violent, mais c'est la vérité. Être tué. À mon avis, c'est condition pour les Ukrainiens. Pour ça, il serait bon que les Ukrainiens obtiennent un cessez-le-feu pendant 30 jours, au moins 30 jours. Mais il y a toute une série de petits détails. Pour quel genre de détails? Par exemple, qu'est-ce que vous allez faire de cette région, dans la région de Koursk, où il y a eu l'incursion, quand nous cesserons les hostilités pendant 30 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le monde qui se trouve là-bas va pouvoir quitter sans se battre. Nous allons simplement les laisser partir après qu'ils aient commis un grand nombre de crimes contre les populations civiles, là où les dirigeants ukrainiens leur diront simplement de laisser leurs armes et d'être faits prisonniers. Bon, ce qui va se passer, nous ne savons pas. Comment pouvons-nous régler d'autres questions le long de la ligne de front qui fait 2000 km? Comme vous le savez, les troupes russes avancent dans quasiment tous les domaines, partout. Et il y a aussi des conditions déjà présentes sur place qui pourraient, à mon avis, bloquer des unités assez importantes. Donc, ces 30 jours, quand fera-t-on de ces 30 jours? Continuer en Ukraine? Continuer la mobilisation forcée? Des armes leur seront livrées?
des nouvelles unités seront préparées et formées, ou rien de tout ça ne se produira. Et à ce moment-là, il y a un autre problème qui se pose pour nous. Comment la question de la vérification et du contrôle sera effectuée? Comment pouvons-nous, allons-nous recevoir des garanties que rien de tout cela va se passer? Comment va-t-on gérer ce contrôle? Vous comprenez tous, quand on pense clairement que toutes ces questions sont des questions graves. Non, il a raison de se méfier. Et c'est ce que Sergei Lavrov expliquait à Marc Rubio, que où sont les garanties? Vu que pendant ce temps-là, les criminels qui sont face à eux, on va les laisser partir. Ils vont simplement déposer les armes et tout ce qu'ils auront fait, voilà, ils pourront aller faire ce qu'ils veulent. Ensuite, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils seront formés? Est-ce qu'ils seront suréquipés? Est-ce qu'on va construire de nouvelles infrastructures? Quoi? Quelles sont les garanties et comment est-ce que la Russie peut s'assurer qu'après les 30 jours, il y aura une négociation de paix? Absolument rien. Et en début d'interview, il a très bien fait comprendre que l'Occident leur a donné un vaccin. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus n'importe comment à ce que l'Occident dit. Parce qu'à trop de reprises, ils ont donné leur parole et ont craché sur leurs propres paroles. À trop de reprises, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Mais vous allez voir comment ils vont demander aux autres de respecter leurs paroles. Paroles qu'eux-mêmes ils ne respectent jamais. Qui va donner les ordres d'arrêter les hostilités? Et quelle est la valeur de ces ordres? Pouvez-vous imaginer près de 2000 km de front? Qui va dire où et quand l'accord a été rompu 2000 km. Et alors, qui va dire, qui va dire de qui c'est la faute? Toutes ces questions doivent être travaillées dans le détail, des deux côtés. C'est pourquoi l'idée, bon, c'est une bonne idée, nous soutenons cette idée, mais il y a des questions dont nous devons parler. Et je crois que il faut que nous parlions avec nos collègues et partenaires américains sur cette question. Peut-être un coup de téléphone avec le président Trump pour en parler avec lui. En soi, l'idée d'arrêter ce conflit par des moyens pacifiques nous convient, nous la soutenons. Ce serait la fin de l'Europe si les États-Unis et la Russie se mettent d'accord sur quelque chose. Bon, disons que si les États-Unis et la Russie se mettent d'accord pour une coopération dans le domaine de l'énergie, la livraison de gaz vers l'Europe pourra reprendre et ce serait très utile pour l'Europe parce qu'ils vont recevoir le gaz russe qui est bon marché. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai dit que la fin. Et la situation change très vite, comme on l'a dit. Hier, pendant le rapport, le commandant en chef, il m'a dit « Demain, Souja sera à nous ». Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Je voudrais remercier tous nos soldats qui ont fait ça. Et je suis convaincu que tous les plans que nous avons devant nous seront accomplis dans d'autres domaines aussi. Non seulement à Souja même, mais dans d'autres villages autour, où nous les reprenons les uns après les autres. Et sur la base de la situation sur le terrain, nous allons négocier les prochaines étapes. Comment arrêter le conflit et nous mettre d'accord pour des négociations acceptables par tout le monde. Voilà. Donc il a été clair que, bon, actuellement, ils n'ont pas de garantie. Ils doivent travailler sur l'accord de paix. Ils doivent travailler même aussi sur le cessez-le-feu. Mais avant que cela ne soit fait, ils doivent continuer ce qu'ils avaient déjà prévu de faire. Parce que même récemment, avec la grosse attaque qu'il y a eu, où ils ont grandement fragilisé les systèmes informationnels et les systèmes de défense de l'Ukraine, ils ont fait comprendre qu'ils sont simplement en train de poursuivre ce qu'ils avaient déjà prévu de faire. Et que ça ne s'inscrit pas du tout dans une quelconque violation, vu qu'ils n'ont encore rien signé, ils n'ont encore rien validé, et que tant qu'ils n'ont encore rien validé, la guerre se poursuit. De l'autre côté, ils peuvent aussi sortir ce genre de choses. Étant donné que quelques heures après, l'Ukraine a envoyé jusqu'à 300 drones. Vous vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas simplement, parce que les États-Unis qui ont déclenché cette guerre miroitent de faire une quelconque paix que ce soit, qui vont simplement arrêter, baisser les armes et faire comme si de rien n'était. Et pendant ce temps, on va les encercler et ils seront submergés par les combats.
Chose donc à éviter. En face, on parle des chefs de guerre qui sont vaccinés des méthodes de l'OTAN. Vaccinés. L'expression qui est utilisée est très forte. Donc actuellement, ils sont anti-Occident, littéralement. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.